messieurs, bonsoir. Merci d'être là. Parce que pour ce débat essentiel autour de l'eau, vous êtes les principaux acteurs. Puisque vous savez, ce débat sera interactif. Nous vous donnerons la parole tout au long de la soirée après les présentations. Comme vous le savez, merci d'abord d'être là au nom de nos hôtes, les maires de l'Union et de Saint-Jean, Marie-Dominique Vézian et Marc Perret, qui nous accueillent ce soir, et je leur demande de bien vouloir ouvrir cette soirée. Merci et bienvenue à toutes et à tous. Je voudrais dire quelques mots avant de lancer le débat que vous animerez plus tard, Monsieur Ray. D'abord, saluer la présence de quelques élus qui sont venus parfois de très loin. Je pense à Monsieur Delpech aussi, maire de Gratin-Tour qui est là, à Pascal Bourreau, que j'ai aperçu, adjoint à Blagnac. J'ai vu Monsieur Sussigan de Saint-Alban, qui ne s'attendait pas à être cité, et je salue la présence des élus de l'Union et de Saint-Jean, M. Navarro, premier adjoint, étant quelque part dans la salle. Je suis accompagné, comme ça a été dit, par Joël, par Marie-Dominique Vézian, maire de Saint-Jean, puisque nous avons voulu créer, j'espère, une petite mode dans l'agglomération toulousaine, de façon à ce que d'autres communes que nous s'emparent de ce sujet et organisent dans leur propre ville, et c'est un message que je lance peut-être aux élus qui sont présents, organisent eux aussi ce genre de débat public, un débat contradictoire, hein, c'est important. Nous avons voulu que vous puissiez entendre aujourd'hui différentes voix sur le sujet qui nous préoccupe, qui est le sujet de l'avenir de l'eau à partir de 2020 pour Toulouse Métropole. Je vais dire quelques mots de contexte. Vous savez que l'ensemble des contrats, et ils sont très variés sur la métropole toulousaine, 7 contrats différents, je crois, arrivent à terme, plus ou moins ensemble, en 2020. Donc ça veut dire qu'à partir du 31 décembre 2019, il faudra appliquer des nouvelles formes contractuelles pour gérer à la fois la distribution de l'eau et l'assainissement. Pour cela, il y a un processus qui est en cours, qui est un processus, un double processus en fait. Il y a une DSP qui a été lancée, nos intervenants nous l'expliqueront bien mieux que moi tout à l'heure, je les présenterai à la fin de mon discours. Donc une DSP qui a été lancée, officielle, par Toulouse Métropole, pour un choix d'un futur délégataire, avec 4 réponses qui ont été faites, et dans le printemps, les réponses seront remises, et il y aura un choix qui sera fait dans les mois qui suivent. En même temps que ce processus de DSP, processus classique, il y a une étude interne menée au sein de Toulouse Métropole, avec l'aide de 3 cabinets, qui doivent, eux, étudier ce que signifierait le passage en régime public de l'assainissement et de la distribution de l'eau sur Toulouse Métropole. Ces deux processus parallèles doivent converger vers l'automne, de façon à ce qu'un choix soit fait. Qui fera le choix? Le choix sera fait par 134 élus métropolitains, on disait communautaires ici, qui devront décider donc lors d'un conseil métropolitain en décembre et voter pour choisir entre l'un ou l'autre des deux processus. Or, nous sommes nombreux à penser que ce choix que 134 élus vont faire dans un cénacle réduit doit se faire à la lumière de ce que les citoyens auront pu exprimer pendant cette année 2018. Pour cela, il faut éclairer les débats, il faut qu'il y ait des débats publics partout, de façon à ce que les citoyens aient leur mot à dire dans cette prise de décision qui concerne pour 12 ans, donc de 2020 à 2031, je pense, si on compte bien avec les intervalles et les piquets, de 2020 à 2031, ce choix s'appliquera pour ces 12 années-là. Or, donc nous avons été plusieurs mairies aujourd'hui, je crois que la mairie de Colomiers, de Tournefeuille, de Saint-Jean, je ne sais pas, de l'Union et de Brax aussi. Cette semaine, au conseil municipal de Saint-Jean, des motions ont été passées pour s'adressant au président de la métropole, lui demandant que Toulouse Métropole, avec les moyens qu'ils ont, qui sont bien plus grands que les petits moyens des petites municipalités que nous sommes, que Toulouse Métropole donc organise eux aussi des débats à l'échelle métropolitaine de façon à éclairer, comme je l'ai dit, les citoyens, et que les citoyens prennent part dans cette décision qui les concerne absolument, puisqu'il s'agit de la distribution de l'eau. Donc,
Nous, pour notre part, nous jouons avec la mairie de Saint-Jean notre rôle, nous lançons ce round de débat public, nous espérons, comme je l'ai dit, que d'autres seront suivis. Nous, j'en profite pour une petite parenthèse, pour dire que nous ne sommes pas d'accord, enfin je parle en mon nom là, peut-être que Dominique sera d'accord avec moi, mais nous ne sommes pas d'accord pour que ce soit 134 élus qui ont été élus, rappelez-vous, en 2014 par un système de fléchage, c'est-à-dire que quand vous votiez pour les municipales, quand vous votiez pour les équipes municipales, vous désigniez en même temps, parce qu'ils étaient fléchés sur la liste, quelques personnes qui allaient siéger au conseil communautaire, au conseil métropolitain. C'est un suffrage universel qu'on va qualifier d'indirect. Nous considérons que à aucun moment le débat a eu lieu, par exemple, sur le fait de municipaliser, enfin de rendre l'eau publique ou de la privatiser, puisque quand on a voté pour des maires, pour des équipes municipales, mais en fait on a aussi voté pour 134 élus qui, sans qu'un programme ait été présenté par ces personnes-là, un programme métropolitain, vont pourtant décider, prendre des décisions majeures qui n'ont pas été présentées. Je pense à la 3e ligne de métro, 2,4 milliards d'euros. Je pense à l'eau, un marché de 1,2 milliard d'euros quand même. Sur les 12 ans, c'est en gros 1,2 milliard d'euros. Et toutes ces décisions qui seront prises par ces élus n'ont pas été soumises d'entrée au suffrage universel, d'une part, donc n'ont pas été présentées sous forme d'un programme. Et en plus, à la fin du mandat, donc en 2020, il n'y aura pas de sanction par rapport à tout cela, puisqu'il semblerait que nous revotions sous le même principe, le principe du fléchage. Et donc nous considérons que les 6 milliards d'euros que dépense la métropole sur un mandat, elle dépense 6 milliards d'euros. Alors que l'ensemble des 37 mairies dépensent 2 milliards. Ça veut dire que ces 6 milliards d'euros qui seront dépensés par la métropole pendant ces 6 années n'ont pas fait l'objet d'un débat public pour l'élection et ne feront pas l'objet d'une sanction à la fin. Donc nous considérons qu'il y a un déficit démocratique pour cela, et c'est dans cela que nous réclamons qu'il y ait une part de suffrage universel direct pour élire les prochains délégués métropolitains, mais je m'égare un petit peu, on est un peu loin dans le sujet, mais quand même, ce sont ces 134 élus qui décideront entre eux, si on n'ouvre pas les fenêtres, comme on le fait ce soir, qui décideront si on part pour 12 ans ou pas de régie publique ou de privatisation. Voilà, je vais m'arrêter là, à moins que vous souhaitiez que je continue pendant une demi-heure ou... Non, je vais m'arrêter là. Une demi-heure peut-être pas, mais... C'est vous qui allez présenter les... Je sens que vous avez envie de le faire. Très bien. Alors je vais les présenter parce que je suis ravi qu'ils soient venus, vraiment. Nous avons annoncé dans cette même salle un conseil municipal avec M. Navarro et M. Panière et les élus qui sont là. Nous avons annoncé que nous voulions organiser absolument un débat public sur cette question. Nous l'avons annoncé en janvier et 4 mois plus tard, voilà que nous sommes réunis sur ce sujet-là. Nous avons alors contacté des personnes qui sont très au fait, même des professionnels ou très au fait de ces questions-là, qui viennent de partout en France. Ils viennent un peu des 4 coins de France. Enfin, à 3, ils auront du mal à venir des 4 coins. Mais... Donc, je vais présenter Tristan Mathieu, d'abord, la Fédération professionnelle de l'eau. Monsieur Mathieu se présentera, dira 2 mots sur le rôle qu'il joue et le rôle que joue cette fédération, surtout, dans ce débat-là. Je vais présenter aussi Monsieur Bouchot, qui est directeur de la régie publique de Digne-les-Bains, mais qui n'est pas là à ce titre-là et qui m'avait dit de ne pas le dire. C'est chose faite. Mais vous êtes là au titre de France au public. J'ai salué les conseillers communautaires qui étaient présents. J'ai oublié de saluer Antoine Maurice, qui est là aussi. Comme ça, je pense ne pas avoir commis d'impair et ne pas avoir oublié un élu métropolitain ou un élu tout court qui serait présent dans la salle. Et je salue aussi la présence de Gabriel Amar, qui est là au titre de la coordination au bien commun, qui nous a fait lui aussi le grand plaisir de venir. Vraiment, je vous remercie parce que vous faites des kilomètres pour venir présenter, animer ce débat, et c'est un grand honneur que vous nous faites d'être là ce soir. Voilà, je crois qu'avec Madame Bézian, maire de Saint-Jean, j'ai rempli parfaitement la mission, je crois. Parfait. Parfait, c'est ça. Hein. Merci à tout à l'heure pour les conclusions. Merci messieurs d'être là, d'avoir fait autant de kilomètres. Vous avez un point commun, vous n'avez pas pris le train, mais merci quand même d'être là. La prochaine
prochaine fois. On va commencer, si vous le voulez bien, puisque vous êtes en quête d'informations, vous avez des questions. On va commencer, si vous voulez bien, avec une présentation des différents intervenants. Et on va commencer avec vous, Gabriel Amar. Le maire vous a un peu présenté. Merci de nous dire. On sait que depuis des années, c'est votre cheval de bataille d'avoir l'eau publique en France. Voilà. Pourquoi? Expliquez-nous. Merci. Je vous en prie. Donc Gabriel Amar, je viens du Jura, Lons-le-Saunier très exactement, et je représente ici la coordination Eau Bien Commun France, qui est une coordination d'associations d'usagers et de consommateurs qui coordonne une quarantaine de collectifs départementaux, locaux ou régionaux. Et en effet, nous sommes engagés à titre bénévole pour et en faveur de la gestion citoyenne et publique de l'eau, et pas seulement publique, tellement nous attachons une importance à ce que les citoyens, les usagers des services de l'eau et de l'assainissement soient partie prenante des structures de gestion et des choix qui sont faits pour gérer l'eau bien commun qui arrive quotidiennement dans nos cuisines et nos salles de bain. La coordination Eau Bien Commun a, au-delà de ce principe général de gestion citoyenne et publique de l'eau, est aussi attachée à défendre le droit à l'eau. Et nous avons, pour ce faire, aux côtés de la Fondation Daniel Mitterrand France Liberté, mais aussi aux côtés des ONG de la coalition Eau, à plusieurs reprises, nous sommes intervenus auprès de la représentation nationale, mais aussi des gouvernements successifs pour faire avancer, notamment par la loi, voire dans la Constitution française, le principe du droit à l'eau, qui, bien que voté par la France aux Nations Unies en 2010, n'a pas été placé au sommet de la hiérarchie des normes en France. D'autre part, nous militons pour la gratuité, et notamment la gratuité dans l'accès au domicile principal. C'est d'ailleurs ce qui nous a amenés à avoir très tôt la bonne interprétation de la loi actuelle qui interdit les coupures d'eau au domicile principal sur notre beau territoire. Tout le monde n'a pas voulu l'interpréter de cette manière. C'est ce qui nous a amenés à accompagner les citoyens et les usagers devant les tribunaux pour faire rétablir l'eau. Dans toutes les situations, nous avons obtenu de gain de cause, jusque devant le Conseil constitutionnel en la matière, qui a désormais, je crois, permis une stabilisation de l'interprétation juridique de la loi en vigueur. Nous sommes aussi attachés à ce que la gestion de ce bien commun se fasse dans toute transparence, notamment au moment des prises de décision. Prise de décision sur le mode de gestion, c'est important. Quand on peut signer des contrats avec des entreprises privées, on les signe pour 8 ans, pour 12 ans, pour 20 ans maximum, et cette durée et cette décision sera supérieure à la durée d'un mandat électoral. Une décision prise dans un mandat engage plusieurs équipes municipales ou métropolitaines. Et donc, au moment de cette prise de décision, nous sommes partisans qu'il y ait le maximum d'auditions, et notamment des auditions publiques, afin que ce ne soit pas seulement les bureaux d'études privés, qui bien souvent n'y connaissent pas grand-chose en gestion publique et en comptabilité publique, finissent par justifier de la décision qui est prise. Mais que ça soit une succession d'auditions, publiques ou privées, mais qui permettent à l'ensemble des acteurs de l'eau de donner leur point de vue avant que les décisions soient prises, pour qu'elles soient prises en toute connaissance de cause. Ça nous est arrivé de le faire. À une époque, j'étais comme M. Bouchot à France au Public. Dans l'agglomération de Montpellier, je crois que ça a été utile à la préparation de la décision. Plus récemment, dans le pays de Gex, le rôle de notre coordination, mais aussi des représentants des gestionnaires publics de l'eau, auditionnés par les élus en commission ou par les exécutifs,
cela a permis que la décision soit prise. Et parfois, quelques minutes avant de prendre la décision de confier à nouveau à une entreprise privée la gestion de l'eau, finalement les élus décidaient à l'unanimité de faire une régie publique. Donc nous nous disons que au dernier instant, notre fonction et notre rôle de citoyen, qui au fil du temps a acquis un niveau d'expertise suffisant, en tout cas suffisant pour que nos arguments soient écoutés. Nous ne remettons pas en cause la libre administration des collectivités locales. Nous demandons juste à être écoutés et si possible entendus pour rappeler, et ce sera mon dernier mot dans cette première prise de parole, pour rappeler qu'en gestion publique de l'eau, chaque centime de ce que vous payez avec vos factures restera dans le budget de l'eau. Chaque centime de ce que vous payez pour la redevance assainissement reste dans le budget de l'assainissement. C'est le seul mode de gestion qui permet qu'aucun centime de ce que vous payez s'évapore à faire autre chose que vous rendre un service de qualité dans la proximité, dans chaque bassin de vie. Je vous remercie. Merci pour votre intervention. Quand vous parlez de s'évapore, je pense qu'on a tous compris que, en fait, pour les entreprises privées qui reversent des dividendes, c'est pas votre tasse de thé. Pour vous, c'est impensable par rapport à ce bien commun qu'est l'eau. Ne soyez pas caricatural. Je ne faisais pas uniquement allusion. Excusez-moi. Je ne faisais. Non, mais j'étais gentil de ma part, hein, ne le prenez pas mal. Ne soyez pas caricatural dans le fait que si je commence maintenant à faire la liste de ce à quoi ça faisait référence, les dividendes, ce n'est rien. Je dirais c'est presque caricatural de le limiter à cela. Il y a des choses qui ne sont pas du ressort de la polémique, mais qui sont des faits comptables, qui font qu'il y a nécessairement des différences. Je pourrais y revenir s'il y a des questions. Avec plaisir. Merci pour votre intervention. En deuxième intervention, c'est Tristan Mathieu, que Marc Perret vous a présenté tout à l'heure, comme étant le délégué général de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau. Vous avez amené un petit PowerPoint qu'on va peut-être voir si vous voulez bien. On vous laisse du temps, une petite dizaine de minutes de présentation pour qu'on comprenne bien qui vous représentez, le poids que ça représente, puisqu'il faut savoir, comme vous savez, que en France, 60% de l'eau est faite en gestion déléguée et 40% est faite en termes de régie publique. Donc pour ces 60% distribués en France, vous êtes la Fédération nationale. Alors on va se limiter à 10 minutes si vous voulez bien, pour respecter l'équité des temps de parole de chaque intervenant. Bien, bonsoir messieurs, dames. Tristan Mathieu, donc je suis le délégué général de la Fédération des entreprises de l'eau. La Fédération des entreprises de l'eau, c'est celle qui regroupe des entreprises qui gèrent des services publics d'eau après mise en concurrence. Alors, pour être clair, il n'y a pas que des entreprises privées, hein, on a aussi des entreprises d'économie mixte. Mais notre particularité, c'est que toutes nos entreprises ont accédé au droit de gérer un service public après mise en concurrence. Élément important, en France, il n'y a pas de privatisation des services publics. Je veux dire, ce qui est très important de comprendre, et les collègues qui sont là le savent également, c'est que les services publics français restent des services publics. Le sujet, c'est est-ce qu'à un moment donné, j'ai envie de confier à une entreprise privée la gestion du service public, tout en gardant mes prérogatives d'autorité organisatrice, d'élus locaux. C'est moi qui vais décider du prix, c'est moi qui vais décider des investissements, c'est moi qui vais décider de faire des chèques eau, c'est moi qui vais décider de mettre des fontaines publiques. Mais est-ce qu'à un moment donné, je souhaite le faire moi-même, et on a le cas de Digne qui en parlera, c'est-à-dire par une régie publique, ou est-ce qu'à un moment donné, je lance une compétition pour voir quel serait le meilleur rapport qualité-prix avec des entreprises de l'eau. Donc nos entreprises de l'eau travaillent en délégation de service public, et je le dis également, d'ailleurs, elles travaillent beaucoup pour des régies municipales. Alors ces entreprises de l'eau, vous en avez un certain nombre là, vous connaissez notamment dans la métropole un certain nombre d'entre elles qui gèrent des services publics d'eau en France, Veolia, Suez, SOR, qui sont des champions du monde de la gestion de l'eau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui ont de telles entreprises. Elles gèrent les services d'eau à travers le monde. Et il n'y a pas d'ailleurs beaucoup de secteurs d'activité en France dans lesquels on a ces champions du monde. Et ça crée des tensions. C'est évident que quand vous allez aux États-Unis, les Américains, ils n'ont pas tellement envie de voir les entreprises françaises gérer les services publics d'eau.
Donc, ces entreprises qui exportent le savoir-faire français, ce sont ces trois-là. Et puis, on a aussi en France une dizaine de plus petites entreprises familiales, qui ne sont pas si petites que ça. Hein. Les plus grosses, elles font, je dirais, plus de 100 millions de chiffre d'affaires. Et puis aussi des beaucoup plus petites. Nous, dans notre syndicat, par exemple, à la Fédération des entreprises de l'eau, on a des entreprises qui ont 15 salariés. Voilà. Et puis, il y en a une autre qui a 1500 salariés, et une autre qui a 15 000 salariés. Vous voyez, donc des tailles très différentes d'entreprises. Alors, première bonne nouvelle, parce que finalement, il n'y a pas que le monde de l'entreprise dans la vie, c'est que se passe-t-il sur le territoire du Sud-Ouest? Et quelle est la relation des citoyens, quelle est la relation des consommateurs avec les services publics d'eau? On a demandé au Centre d'information sur l'eau de nous ressortir ces chiffres et ils sont très très intéressants. Et je dirais, j'ai presque envie de vous féliciter parce que quand je vois la confiance que les habitants du Sud-Ouest, alors c'est un large périmètre, mais c'est quand même important, la confiance qu'ils ont dans l'eau du robinet et la satisfaction, vous êtes au-dessus de la moyenne nationale. C'est-à-dire que les gens de ce pays ont une appréciation de la qualité de l'eau qui est supérieure à la moyenne nationale. C'est sans doute le fait de la modernité des services publics et de la modernité de ce qu'ont fait les élus pour donner confiance dans le service public d'eau. Et vous voyez, 83% du quart sud-ouest est satisfait de la qualité de l'eau. La moyenne nationale n'est que, même si c'est relativement élevé, 74%. Donc il y a quand même une différence élevée. Deuxième élément, la confiance. Là, c'était la qualité. La confiance, là encore, c'est un peu corrélé, c'est la même chose, mais une grande confiance dans l'eau du robinet. Donc je crois qu'on peut dire que nous sommes ici dans une région d'eau. Et ce n'est pas l'orage qui a perturbé un peu le début des exposés qui nous feront démentir. Alors il vous reste 5 minutes. Pas de problème. J'ai compris que j'avais l'égalité de temps entre la gestion déléguée et la gestion publique, donc ça me rassure tout à fait sur le temps de parole. Alors, il y a une chose qui est importante, il ne faut pas se tromper de débat, en tout cas c'est mon point de vue. C'est-à-dire, vous, citoyens, ne vous laissez jamais dessaisir du sujet du débat public sur la gestion de l'eau. Et le sujet de la gestion publique de l'eau, ça ne peut pas se résumer à savoir si c'est une entreprise A ou B ou C qui va gérer ça, et savoir si A est celui public, celui privé, public ou autre. Le vrai sujet, c'est que les élus locaux doivent assumer leur rôle d'autorité organisatrice. C'est-à-dire qu'un élu local qui n'est pas capable de nous dire quel niveau d'investissement il veut pour son service public de l'eau, quel niveau de qualité d'eau, comment il va réduire la fracture territoriale, comment il va faire en sorte que dans une commune de 10 000 habitants, le niveau de qualité d'eau soit le même que dans la métropole, qu'est-ce qu'il veut faire pour les plus démunis, est-ce qu'il veut mettre des fontaines publiques accessibles aux gens qui n'ont pas accès à l'eau? Voilà des vrais sujets. Une fois qu'il aura dressé avec vous la liste des objectifs de progrès, de préservation de la ressource, de qualité d'eau, à ce moment-là, la liberté de choix, et vous pouvez continuer à participer au débat, mais la liberté de choix, c'est aussi qu'ils choisissent la meilleure entité pour le gérer. Et vous voyez d'ailleurs dans ce schéma-là que, c'est ce qu'on a mis, il y a un responsable, c'est l'élu local, et on vote pour lui. Il y a des consommateurs et des associations qui doivent être associés au débat, c'est le cas aujourd'hui, et on remercie du coup les maires de nous associer à cet événement. Et puis, il y a après qui gère le service. Vous avez monsieur le directeur de la régie DIC, voilà, c'est un opérateur de service public, et c'est un opérateur public. Alors, performance. J'ai presque envie de vous dire, j'en parlerai plus tard, parce que le temps est compté. Mais il y a un sujet qui est important, c'est quelle est la performance de l'opérateur, public ou privé. Il va de soi qu'on ne part pas à égalité. Il faut dire ce qui est. La régie de digue, elle ne part pas tout à fait à égalité avec un Veolia, un SOR, un Suez, un Sogedo. Parce que ces gens-là, ils gèrent 100 services publics en France, 1000 services publics en France. Et donc, il y a une mutualisation des moyens. Par exemple, quand il y a une crise sanitaire, si le directeur d'agence n'est pas compétent, ils vont aller chercher leur directeur régional, ils vont aller chercher la cellule de crise nationale, ils vont aller chercher les experts mondiaux. Et c'est ce qui se passe couramment en France. Quand vous avez des inondations, il y a tout le savoir-faire de l'entreprise qui va être mis au service pour gérer ça. Quand il y a des crises industrielles, on en a vécu dans la région, importantes, j'y étais d'ailleurs à cette époque, et bien à ce moment-là, on était content d'avoir ces entreprises qui sont des spécialistes mondiales pour savoir comment on va continuer à alimenter en eau la population. Quand les Japonais ont des problèmes gravissimes avec leurs usines nucléaires et qu'il y a des problèmes d'alimentation en eau, ils appellent les Français pour les aider. Donc,
Que fait une entreprise privée? Il va de soi qu'une entreprise publique ne peut pas le faire par le côté de la mutualisation. Après, elle a d'autres avantages, et la régie de ligne nous donnera. Mais en tout cas, ça, c'est indispensable. Et puis surtout, il y a un sujet, c'est qu'il y a un dynamisme. C'est-à-dire que le chef d'agence de la métropole toulousaine, avant ça, il était directeur de la clientèle à Rabat. Et puis avant ça, il était en charge des RH à Paris. Et donc, il y a une dynamique d'emploi qui fait que vous avez quand même en face de vous des spécialistes qui ont vu des problèmes très différents. Et gérer un service en régie, c'est plus compliqué de ce point de vue-là, parce que vos agents restent dans la régie. C'est moins facile, il faut dire, de leur donner des perspectives, ils en ont moins. Et puis le jour où le gars de Toulouse, sa femme sera mutée à Montpellier, ou à Bordeaux, quand vous êtes Suez ou Veolia, vous allez lui trouver une solution. Quand vous êtes la régie des autres, c'est moins facile. Donc c'est vrai qu'il y a un avantage intrinsèque à l'entreprise privée pour gérer ce type de service public, et c'est ça qui fait une grande partie de notre efficacité. Et puisque je vois que le temps est compté, il y en a une autre évidemment, c'est tout ce qui est innovation et recherche et développement, et je pense qu'on y reviendra un peu plus tard. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette présentation. Troisième intervenant, si vous le voulez bien, vous en parliez à l'instant, il vient de Digne-les-Bains. Digne-les-Bains, c'est la préfecture des Alpes de Haute-Provence. C'est 17 000 habitants. C'est une des plus petites préfectures de France. C'est plus petit que les populations de Saint-Jean et l'Union ensemble. Donc, vous voyez, c'est vraiment petit, mais très ambitieux, puisqu'on va y revenir, et tu n'es pas là au nom de Digne-les-Bains, mais on peut en parler parce que c'est un exemple. C'est un exemple j'allais dire, de précurseur. Vous nous parlerez de France Eau publique, c'est-à-dire des collectivités locales qui sont regroupées et qui se donnent des conseils en termes de gestion publique de l'eau. Vous allez dire un peu plus. Et puis sur Digne-les-Bains également, j'aimerais y revenir parce que vous savez, je disais, en France, c'est 60% de privé, 40% de public. C'est une exception libérale française. Ailleurs, chez les voisins européens, ça n'existe pas. Mais, ou alors vous amènerez d'autres précisions. Et depuis 2010, on s'en aperçoit, il y a ce qui s'appelle des remunicipalisations. C'est le mot qui est absolument impossible à dire après 20 heures, mais ça se passe. Notamment Paris, qui a donné l'exemple, mais en 2010, mais dès 2009, Digne-les-Bains l'a fait. Est-ce que vous pouvez nous rappeler cette historique d'une ville de 17 000 habitants qui choisit d'aller vers une régie publique? Oui, alors j'arrive effectivement de Digne-les-Bains, qui est préfecture des Alpes de Provence, dans l'est de la France. Et donc, en 2008, avec l'élection municipale, donc la nouvelle équipe qui a été élue a pris deux décisions. La première, ça a été de mettre un terme aux 37 ans de délégation des services d'eau et de la collecte d'assainissement pour créer une régie municipale. Et la deuxième, ça a été de confier à un opérateur privé la construction et l'exploitation de la station d'épuration. Donc finalement, on avait un système unique qui était la gestion privée, et aujourd'hui, on a les deux, la gestion publique, pour tout, sauf la station d'épuration. Donc moi, j'ai été recruté en 2009 pour créer cette régie, et c'est pour ça que je suis venu aussi aujourd'hui, pour vous expliquer pour vous faire part de mon expérience de création d'une régie. Et puis, donc, je peux aussi vous parler de la gestion déléguée, puisque j'ai aussi un délégataire pour la station d'épuration. Ce que je tiens quand même à préciser et insister, c'est que le choix du retour en régie, c'est bien une décision politique, puisque les élus de l'époque, en 2008, l'ont fait sur un programme électoral qui prévoyait un retour en régie, alors que paradoxalement, l'étude comparative qui avait été faite l'année précédente entre la régie et la délégation avait conclu que la régie était plus chère. Là, 10 ans après, on s'aperçoit que, on est passé en régie sans modifier le tarif, et que en 9 ans de régie, notre prix a baissé de 1%. Alors 1%, c'est pas beaucoup, mais au moins en 9 ans, on n'a pas monté. Alors qu'à côté, la station d'épuration, elle a pris beaucoup plus de pourcentage, on est à plus de 8% minimum. Alors, pour passer en régie, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire des investissements, il faut des locaux, des engins, du matériel. Alors, les investissements, ça veut dire qu'il faut sortir de la trésorerie, mais quand vous anticipez ce passage en régie, ça se fait assez facilement. Et puis de toute façon, quand vous êtes en gestion déléguée, il ne faut pas vous leurrer, le délégataire, il ne travaille pas gratuitement, il n'a pas de planche à billets. Donc tous ces investissements-là, il faut de toute façon les financer. En deuxième, il a fallu recruter du personnel. Alors, le personnel
de la régie, ça a été principalement le personnel de l'ancien délégataire. Pourquoi? Parce qu'il y a une convention collective qui s'applique en France, un code du travail, qui oblige un opérateur à reprendre le personnel de l'ancien opérateur. Donc c'est ce que nous avons fait. Donc nous avons repris 9 agents qui étaient affectés au contrat, et entre-temps, on a embauché d'autres personnes. Aujourd'hui, donc 9 ans après, nous sommes 16. Mais une régie, c'est pas une machine à créer des fonctionnaires, puisque au sein de la régie de Digne, on ne mis à part le directeur qui est présent, qui moi suis fonctionnaire, puisque ça c'est le Code général des collectivités territoriales qui le dit, les 15 autres agents de la régie sont de droit privé. Donc ce ne sont pas des fonctionnaires, c'est des gens qui ont un CDI, Code du travail, et puis ils sont payés non pas par les impôts, mais par la facture d'eau, puisque Gabriel Amar l'a évoqué, les services d'eau sont financés uniquement par la facture d'eau. Ces agents parlaient de performance. Bon, ces agents, ils ont suivi les mêmes cursus de formation, qu'ils soient dans le public ou dans le privé. On vient des mêmes écoles, on fait les mêmes formations. Donc au niveau performance, on est capable de bien travailler. Et pour la petite histoire, enfin, le service privé qui était performant nous a rendu en 2009 un réseau d'eau qui fuyait tellement qu'on a fait la une des journaux en 2014, puisque 5 ans après, on n'avait toujours pas résolu le problème. Si vous avez vu les récentes émissions télévisées, donc 44% de rendement en 2009, ce qui voulait dire que plus d'un litre sur 2 à Digne était perdu. On a fait 5 ans d'investissement, d'études, de réflexion, et depuis 3 ans, nous sommes conformes. Bon, c'est sûr que nous sommes, entre guillemets, qu'à 70%, mais nous avons comme objectif d'arriver à 80% d'ici 2 ans. Donc sur la performance, à Digne-les-Bains, on a réussi quand même à améliorer notre système. Et ça, c'était un exemple, mais tout notre système est réfléchi comme ça. Et ce que je voulais aussi insister, donc je reviens sur le rôle des élus, l'avantage d'une gestion publique, c'est que les élus, notamment les élus délégués à l'eau, participent à toutes les décisions. Ils sont là dans les conseils d'exploitation, ils sont là dans les réflexions, ils sont là aussi quand il y a des usagers qui sont mécontents, quand il y a des remarques d'usagers sans aller jusqu'au mécontentement. Donc on est capable d'avoir une réflexion commune, et puis ces élus sont capables finalement de prendre des bonnes décisions, des décisions permanentes, et ça c'est important pour la maîtrise du service et la gouvernance du service. Petit exemple, à Digne-les-Bains, en 8 ans, on a fait 4 règlements de service, c'est-à-dire qu'on a changé 3 fois nos règles du jeu. Alors c'est des améliorations à la marge, mais ça veut dire qu'on est à l'écoute des associations de consommateurs avec qui on travaille, on est à l'écoute des usagers, et quand une règle n'est pas bonne ou quand il y a une loi qui change, eh ben nous changeons nos règles. Voilà, je termine ici pour le volet dinois, parce que comme je vous ai dit, moi je suis là, ici, en tant que représentant de France au Public. Alors France au Public, c'est un réseau de gestionnaires publics de l'eau, c'est une association de collectivités, donc on regroupe 70 collectivités qui font 11 millions d'habitants. Alors ces collectivités, on a vraiment toutes les tailles. Bon, Digne-les-Bains fait partie de collectivités, donc on va de un peu plus petit que Digne à très gros, parce que Paris est membre de France au Public. On a des syndicats intercommunaux, qui sont principalement ruraux. On a des intercommunalités, alors quelques communes, quelques centaines de communes. Dans la région, pour vous donner un exemple, vous avez Montpellier, parce que maintenant Montpellier fait partie de votre région. Donc on a vraiment de la petite commune, de quelques habitants, quelques centaines d'habitants, à plusieurs centaines de milliers d'habitants. Donc on a vraiment toutes les strates, comme quoi la gestion publique, c'est possible, quelle que soit la taille de la commune. Et donc à France au Public, nous, notre mission, c'est 2 choses, un peu comme ce soir, c'est de valoriser la gestion publique. Donc ça, c'est des opérations ponctuelles. Mais en tâche de fond, nous nous réunissons régulièrement, on a des groupes de travail qui nous permettent d'échanger sur nos pratiques, sur les thèmes de l'eau, sur différents thèmes, et puis donc travailler justement pour améliorer nos pratiques et puis progresser. Et de façon, je ne vais pas dire anecdotique, mais qui peut concerner Toulouse Métropole, on fait un système qu'on appelle composement parrainage, ce qui veut dire que quand une collectivité veut faire un retour en gestion publique et puis veut aussi adhérer à France au Public, eh bien, au-delà de toute l'expertise de France au Public que cette collectivité peut bénéficier, on lui désigne 1, 2 ou 3 référents qui seront là pour être plus présents que cette collectivité pour justement répondre aux petites questions de détail que pourraient se poser les services et les élus. Voilà, je vous remercie. Merci, je vous dire. Merci pour votre réponse. Voilà, maintenant les 3 acteurs, vous les avez parfaitement identifiés. Je vais, avec votre accord, leur poser encore quelques questions que tout le monde se pose. Et après, j'espère, je pense et je souhaite que vous prendrez le relais brillamment pour les interpeller. On dit
souvent que lorsqu'on est en régie publique, le prix de l'eau au mètre cube est moins cher. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est démontré? Qui peut répondre à ça? Tout à l'heure, en clin d'œil, je parlais de Digne-les-Bains. Digne-les-Bains, par exemple, c'est 4,16 € par mètre cube. Je vous ai dit, vous êtes au-dessus d'ici, par exemple. Ici, c'est 3,63, je crois. Pareil pour Toulouse. Comment ça s'explique qu'en régie directe, vous soyez au-dessus du privé? Alors, il faut regarder déjà un peu plus près les statistiques, puisque Digne-les-Bains cumule plusieurs inconvénients. C'est que nous sommes une ville de 16 000 habitants, mais pour desservir les 16 000 habitants, nous avons besoin de 160 km de réseau. Donc on a une densité de population qui est très faible, qui fait que forcément on a besoin de plus d'investissement. Et d'ailleurs, pour trouver ces caractéristiques, quand vous faites une analyse par strate de communes, en fait, à Digne-les-Bains, nous sommes globalement dans la moyenne des communes de même strate, au niveau du prix. Ensuite, je vous ai parlé de la station d'épuration. Qui est en délégation. Qui était en délégation. Alors, cette station d'épuration, il a fallu la créer en 2010, donc ça a un coût. Donc, le coût, là, de toute façon, c'est pas forcément dépendant de la gestion, quoique, puisque nous, la station d'épuration, on l'a fait en concession, ce qui n'était peut-être pas forcément la meilleure solution à l'époque. Et aujourd'hui, donc, on a un contrat de délégation qui fait que le prix, il augmente mécaniquement par une formule de révision. Et cette formule de révision nous est très défavorable. Et ce qui fait que le prix de l'épuration aujourd'hui, c'est 34% de la facture d'eau, alors que le reste du service, c'est 44%, après les taxes. Et puis, dernière chose, mais ça, je crois que ça a été évoqué par les deux autres participants, c'est qu'un service, qu'il soit d'eau, d'assainissement, qu'il soit en gestion publique ou en gestion privée, il repose sur des décisions politiques, des stratégies à long terme, et quelles stratégies on décide pour le service. Et ça, c'est vraiment une décision d'élus. Et plus votre stratégie sera ambitieuse, plus forcément ça aura un impact sur le prix. Donc il faut trouver le bon compromis entre avoir une stratégie ambitieuse et avoir un prix de l'eau trop cher. On n'a pas vraiment eu le choix digne, puisque quand on a repris la gestion publique en 2009, quand les élus ont décidé de reprendre, puisque moi je suis fonctionnaire, avec l'état catastrophique du réseau que nous avions, donc nous avons dû investir massivement dans nos réseaux. Et en 6 ans, on a investi 12 millions d'euros sur l'eau et l'assainissement. Et ça, ces 12 millions d'euros, forcément, c'est un impact sur la facture. Et l'impact sur la facture, il est à peu près à 70 centimes. Très bien. Gabriel Amar, vous disiez, pour vous, la première vertu pour la gestion publique, c'est que tout l'argent va à l'eau. Justement, ça me permet de répondre à votre précédente question, finalement. Puisque, en fait, ce qui compte, c'est non pas de savoir qui est moins cher ou qui est plus cher, mais... Vous êtes sûr que ça compte pas pour un consommateur? Attendez, s'il vous plaît. Juste une question. Alors, je vais vous répondre rapidement sur un aspect. La moyenne de la gestion publique en France est moins chère que la moyenne de la gestion déléguée. C'est le dernier rapport de la Cour des comptes qui dit que, bien que moi je constate que c'est plutôt 25 à 30%, la Cour des comptes dit 10%, je prends 10% d'écart en faveur de la gestion publique. Donc ce débat, si on peut l'arrêter là, on l'arrêterait là. Mais pour autant, je veux pouvoir dire que la principale différence n'est pas de savoir si l'un est moins cher et l'autre est plus cher, même si c'est la gestion publique qui est en effet moins chère. C'est qu'il y a des différences comptables qui font que, quand la gestion est déléguée, vous avez à l'intérieur de votre facture des choses que vous n'avez pas en gestion publique. En gestion publique, vous n'avez que les emplois du service qu'on vous rend. Vous n'avez pas des emplois qui font autre chose, et notamment la promotion d'un modèle économique, puisque nous n'avons pas vocation en gestion publique à consacrer les moyens que vous nous confiez à des stratégies commerciales, des stratégies internationales, d'autant que dans le monde, 80% de l'eau est gérée par le public et non par le privé. Je comprends d'ailleurs que les Américains ne voient pas nécessairement bienvenue chez eux un modèle privé, alors que le modèle qui les domine, c'est un modèle public. Dans la gestion publique, vous n'avez pas les impôts et taxes à payer pour les multinationales.
vous ne payez pas en gestion publique un impôt sur les sociétés. Il n'y en a pas. Alors que quand la gestion est déléguée à une entreprise privée, avec vos factures, ces entreprises payent leur impôt sur les sociétés. S'il y a un excédent à la fin de l'année, en comptabilité publique, et les élus qui sont là ne pourront pas me mentir, c'est l'excédent qu'il va falloir affecter, et comme on est dans le principe de l'eau paye l'eau, eh ben on l'affecte à quoi? À l'eau, ou à l'assainissement, quand il s'agit d'un excédent du budget annexe de l'assainissement. Donc, en revanche, quand la gestion est déléguée à une entreprise privée, s'il n'y a pas privatisation parce que la collectivité garde la propriété des équipements, il y a bien une gestion privée dont l'excédent de fin d'année va disparaître puisqu'on ne le retrouvera pas en recette dans le compte annuel d'exploitation de l'année d'après. De la même manière, en gestion publique, vous n'avez pas dans vos factures à payer les contributions aux organismes centraux, plus vulgairement appelés les remontées financières à la holding. Vous parliez de dividendes tout à l'heure, il faut en effet les trouver. Et ainsi, il y a des mécanismes qui sont respectables, au sens où c'est la logique économique de ce modèle de gestion qui conduit à cela. Moi, je ne suis pas contre des modèles économiques de cette nature. C'est vrai que notre association défend qu'ils s'occupent d'autre chose que des biens communs indispensables à la vie. Et donc, on préférerait qu'ils aillent, déployer leurs performances en la matière dans d'autres domaines que ce qui sert à être vivant à l'humanité tout entière. Donc, voilà pourquoi, si vous retirez toutes ces lignes, monsieur, ça conduit à ce que, comptablement, et ce n'est pas un problème politique, mais comptablement, il y a des différences telles que, nécessairement, dans un endroit donné, dans la même zone géographique, une gestion publique sera obligatoirement moins chère au même endroit que la gestion déléguée. Et n'oubliez pas que quand vous mettez en place une gestion publique, vous n'avez rien à payer, tout est à vous. Vous l'avez déjà payé au travers de vos factures, et ce que vous payez aujourd'hui, vous le payerez demain avec vos factures, sauf qu'ils seront débarrassés de tout ce qui surcharge vos factures aujourd'hui. Et peut-être que ces marges de manœuvre, plutôt que de revendiquer des baisses de prix, vous voudrez, par exemple, qu'il y ait plus d'investissements, et que, par exemple, la délégation de services publics sur Colombier dans votre territoire métropolitain, ici à Toulouse, eh ben, dans ce territoire de Colombier, eh bien, il y ait un rendement du réseau qui soit meilleur et qui soit plus proche de celui de la régie de Tournefeuille, parce qu'on aura fait plus d'investissements avec l'argent qu'aujourd'hui on donne à Suez à un endroit, et bien demain en régie, on pourra le consacrer à un programme pluriannuel d'investissement sans que ça ait d'incidence financière sur vos factures. Merci beaucoup. Je pense que vous parlez de la ville de Colomiers. Ce n'est pas grave, monsieur n'est pas d'ici, on ne peut pas lui en vouloir. Oui, c'est ça. Donc, s'il vous plaît, Tristan Mathieu, je tiens à vous dire, c'est la première fois que je vois un débat public. Normalement, vous saviez, les petites bouteilles d'eau en plastique, là. Non, il y a une carafe ce soir. Donc, vous avez vu le signe un peu. Bravo, messieurs. Et à la vôtre. Monsieur Mathieu, si vous voulez bien. J'ai goûté, elle est très bonne, hein, d'ailleurs. Oui, Je suis un amateur d'eau et... je connais, c'est la vôtre. Donc, vous avez du mal à dire autre chose. Bon, je voudrais peut-être vous nous poser la question du coût de la gestion publique comparée à la gestion privée. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez à peu près 700 contrats de délégation de services publics qui arrivent à échéance chaque année. 700. Sur ces 700, il y a des études qui sont faites, parce que le vrai sujet qu'on est en train de vivre ce soir, c'est qu'aujourd'hui, il y a des débats sur la gestion. C'est-à-dire que le vrai sujet, c'est pas... Il y a une vague de remunicipalisation, parce que ça, c'est pas vrai, puisqu'il y a 6 fois plus d'abonnés qui basculent de régie à DSP que dans l'autre sens. Donc, la délégation de service public gagne des parts de marché. Et le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, elle n'en gagne plus dans un entre-soi, c'est-à-dire qu'elle en gagne après débat public, après études. Et donc, sur ces 700 contrats qui arrivent à échéance, il y en a 98% sur lesquels les élus redécident de passer en délégation de service public. Et pourquoi ils décident ça ? Parce que, évidemment, ils ont le meilleur rapport qualité-prix. Et je vais vous dire une chose, c'est que ce qui fait peut-être la différence entre Gabriel Amar et moi, c'est que lui, il prône un modèle qui ne serait que gestion publique. Alors que moi, je sais une chose, c'est que ce qui fait la force de la France,
c'est pas la gestion publique, c'est la mixité des modes de gestion. C'est le fait d'avoir du public et du privé et de les comparer. Et là où on ne les compare pas, et là où il n'y a que de la gestion publique, c'est 1,50 € plus cher qu'en France. Donc la vraie vertu du système, c'est la comparaison, c'est le fait que si on laissait que les régies publiques entre elles, elles ne seraient pas aiguillonnées par la gestion déléguée. Si on laissait les délégataires sans leur dire faites gaffe, je vais retourner en régie, ils seraient certainement moins bons qu'ils ne le sont aujourd'hui. Deuxième élément, les dividendes, les bénéfices, les machins. Alors ça, franchement, ça me fait... je me suis retenu, mais ça me fait un peu rigoler. Pourquoi ça me fait rigoler? Parce que, je vais vous raconter une anecdote. J'étais au carrefour des gestions locales de Rennes, certains d'entre vous connaissent peut-être, c'est un grand carrefour national sur l'eau en France. Je vois un fabricant de compteurs intelligent. Je me dis, génial, enfin, moi j'en entends parler dans les entreprises, je vais voir ce fabricant de compteurs. Je lui dis, vous appelez comment? Il s'appelle Nitron, je crois. Et je lui dis, alors, moi je représente les entreprises de l'eau. Il dit, ah mais non, on ne travaille pas pour vous. Je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, Suez, Veolia, SOR, machin, vous avez des technologies, etc. Non, nous on est un groupe américain. On est coté au Nasdaq. On est vachement gros, hein, il a sorti le chiffre d'affaires, c'est énorme. Notre cible, notre premier marché, c'est les régies municipales publiques françaises. Donc, M. Hamar peut essayer de nous laisser croire qu'une régie publique, ça ne travaille pas avec des gens qui posent des canalisations, que ça n'achète pas des camionnettes chez Renault, que ça n'achète pas des camionnettes chez Citroën, que ces gens-là ne font pas de bénéfices et que les actionnaires américains du fabricant de compteurs ne font pas de bénéfices. Mais la réalité, c'est que quand on gère un service public industriel et commercial, on a besoin des entreprises pour le gérer, quel que soit son mode de gestion, et que forcément, il y a un résultat économique. Le résultat économique dans le domaine de l'eau, pour les entreprises que je représente, il est relativement faible. Il est entre 0 et 5%. C'est bien moins que les France Télé, que les Orange, les gens qui font du gaz, etc. Entre 0 et 5, vous dites. Oui. Ça reste raisonnable. En revanche, Ça roule dans tout à l'heure, il y avait, quelqu'un qui disait, parce qu'on va y faire allusion à Cache Investigation, voilà, où on a montré l'eau à Nîmes, voilà, qui est en gestion déléguée, c'est la SOR, hein. La SOR, c'est après Veolia et Suez, quelque chose d'un peu plus petit et qui fonctionne plutôt en territoire rural ou dans des villes moyennes, comme ça. Alors, les journalistes ont pris les documents de la SOR et ils nous disent, votre marge, messieurs, elle est de 12,12%. Et la communication de la SOR dit non. C'est quand même dur d'aller contre une calculette, hein. Mais, alors j'ai regardé votre site internet, vous êtes outragé contre ce programme, hein. C'est vos mots, hein. Moi je me suis endormi devant. Outrancièrement dirigé, vous avez dit, non tact. Mais, alors, est-ce que nous, en tant que téléspectateurs, puisqu'on va beaucoup regarder, je crois, est-ce qu'on pourrait savoir, s'il vous plaît, si c'était 12-12 ou 4, comme le dit le directeur de la communication de la SOR? Moi j'ai regardé cette partie du reportage qui était plutôt la meilleure, j'ai trouvé, parce que vraiment à la fin j'ai eu du mal. Mais je vous rappelle une chose, cher ami, c'est que c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est produit. Madame Lucet a pris les comptes de la SOR et l'a montré à monsieur Dufaux de la Motte, grand expert comptable devant sa piscine au Cap Ferré, nickel. Et lui, il dit, alors c'est très simple, voyez-vous, je regarde, les frais de siège, ils sont de ça, alors normalement c'est pas ça, hein. Ça devrait être, non, ça devrait être 4 fois moins. Pour remettre la vérité, si vous voulez bien, c'est les journalistes qui ont fait le calcul, eux ils sont arrivés à 12-12. Ensuite ils sont allés voir ce monsieur au bord de sa piscine, qui lui a dit c'est peut-être même 17 ou 18. Voilà, pour reprendre la vérité. Donc, il y a la réalité des comptes, qui est que, comme l'a exprimé très bien la SOR, quand ils publient leurs comptes, et je vous rappelle que la somme des comptes publiés par les collectivités est égale à la comptabilité de l'entreprise. Donc il n'y a pas de photo là-dessus. Quand ils font les comptes, ils arrivent à une marge, le diplôme est relativement faible, puisqu'ils gagnent un peu d'argent, je crois, sur l'eau, ils en perdent sur l'assainissement, et les gens de la SOR cumulent les deux pour arriver à un résultat pratiquement égal à zéro. Mais c'est sûr que quand on demande à des agents extérieurs de recalculer des chiffres, forcément ça fait du bénéfice. C'est sûr que si vous enlevez c'est pas un gros mot les bénéfices, hein, pour une entreprise. Non, mais si vous dites, tiens, Tristan Mathieu, par exemple, il devrait plus être payé, c'est pas très normal, machin, on enlève, hein, on va trouver. Et pour Ding, c'est pareil. Parce que Gabriel Amar, il dit d'ailleurs, les régies, on fait pas de. Nous, il n'y a que ce qui est sur la facture qui compte, et on fait pas de démarchage commercial en dehors du pays. Enfin, nos représentants de France Eau Publique, ils font la même chose que la FP22, hein. C'est pas sûr. Qu'il est bénévole. D'ailleurs, c'est leur but.
sauf qu'il est bénévole pour venir ici. Je voudrais donner des chiffres locaux. Hein. Si on regarde Toulouse, à Toulouse, il y a 800 000 euros d'impôts et taxes qui n'existeraient pas en régie publique. Il y a des contributions aux organismes centraux pour donc une remontée financière à la holding de 1 400 000 euros. C'est une économie en régie si demain Toulouse est en régie. Si vous prenez le syndicat Centre et Nord, ici même, vous avez à nouveau 250 000 euros qui n'existeraient pas en régie. Ce ne sont pas des vues de l'esprit, c'est tout simplement prendre les comptes annuels de résultats du rapport du délégataire, donc c'est en plus les chiffres donnés par le délégataire. C'est même pas nous qui... Ou alors ils sont faux, mais ça veut dire que le délégataire raconte des cracks à ses usagers. Lui, il dirait des clients, moi je dis encore des usagers. Donc voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes, on est ici à Toulouse, et ce sont les chiffres déclarés par Veolia à Toulouse qui attestent du fait qu'on pourrait faire 2,2 millions d'euros d'économies en passant en régie. Alors après, qu'on le consacre à autre chose qu'à faire une baisse des tarifs, moi je trouverais ça logique quand on voit certains rendements de réseau dans ce territoire, parce qu'on peut en effet avoir une gestion publique qui soit vertueuse, avec une implication citoyenne, et si c'est mal géré, il y a des élections municipales pour changer les gestionnaires d'une collectivité. On n'est pas enfermé pendant 20 ans avec la même entreprise. Christophe Gouchot, moi je pensais que quand il y avait une régie directe, ça veut dire plus de fonctionnaires, donc plus d'impôts locaux, mais vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est pas mécanique comme ça? Ah mais il n'y a aucun rapport. Comme je vous l'ai dit, les agents des régies sont des agents qui ont un contrat de droit privé. Donc c'est pas des fonctionnaires. Donc un contrat de droit privé comme ils avaient quand ils étaient, pour les neufs de Digne des Bains, quand ils étaient anciens délégataires, et ceux qu'on a recrutés. Donc il n'y a pas eu de casse sociale lorsque vous êtes séparés de votre délégataire, ou il y en a eu un peu quand même? Non, mais il y a un code du travail, il ne peut pas y avoir de casse sociale. C'est-à-dire que le code de travail est clair. Tous les agents qui sont affectés au contrat sont transférés. Donc, il n'y a pas de mise au chômage, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de machin. Et quand bien même il y aurait du chômage, ça serait à la régie de payer. C'est-à-dire que le délégataire, lui, transfère les agents qui sont affectés au contrat à la collectivité qui a vu en régie, et c'est à la collectivité de décider ce qu'a fait de ces agents. Alors, nous, au-delà de l'aspect social, qui est important, on a quand même des usagers du service qui sont derrière, on a quand même une technicité à avoir, et ces agents, on a été ravis de les accueillir. D'ailleurs, on avait travaillé avec eux justement sur un projet de service pour leur expliquer que ce qu'on allait faire et ce qu'on voulait faire. Donc, effectivement, s'il n'y a pas de casse sociale, ce ne sont pas des fonctionnaires, et encore une fois, toutes les dépenses de l'eau, que ce soit les personnels, que ce soit toutes les charges, les investissements, l'électricité, moi, à la régie, c'est payé par la facture d'eau, c'est payé par le budget de l'eau. Et tous les services mutualisés, moi, entre la ville et la régie, font l'objet d'une convention qui sont eux aussi payés par le budget de l'eau. Donc là, pour le coup, à Digne-les-Bains, les impôts ne contribuent en rien du tout à l'eau. Très bien, merci. Vous l'avez dit, vous êtes dans une filière d'excellence en termes d'eau, et il faut le savoir, c'est quelque chose qui s'exporte, un savoir-faire qui s'exporte également. En termes de chiffres, que représentez-vous ici en France, les industriels de l'eau, les entreprises de l'eau, et à l'export? Peut-être, alors j'ai quelques slides, mais je vais le faire sans slide. Non, comme ça. Les entreprises de l'eau, premièrement, c'est à peu près 30 000 salariés sur le territoire. 30 000 salariés, 500 points d'embauche. Et vous avez 1000 salariés, par exemple, qui sont dédiés à la recherche et l'innovation. Oui. Alors, donc, il y a ces 30 000 salariés, 500 points d'embauche, ça montre que c'est un maillage très local. Sur ces 30 000 salariés, il y en a 1000 en effet qui font de la recherche et développement, c'est des centres de recherche et développement des entreprises qui sont sur le territoire français. Ces entreprises, elles consacrent à peu près 120 millions d'euros en R&D, c'est ce qui fait un peu leur excellence sur ce domaine-là. Et les entreprises françaises, pour répondre directement à votre question, elles font un tiers de leur activité en France et les 2 tiers à l'international. Il y a un sujet que je voudrais dire sur les impôts, puisque Gabriel Amar m'a tendu cette perche. Je veux dire, être au bon niveau de prix, être au meilleur rapport qualité-prix, et en plus payer des impôts à l'État ou aux collectivités, c'est pas une honte. Hein. Je veux dire, c'est même plutôt, ça montre l'efficacité économique des entreprises. Si les entreprises
paye au budget de l'État de l'impôt sur les sociétés. Bon, ce que souligne Gabriel, c'est qu'il y a une incohérence entre la gestion publique et la gestion privée. C'est-à-dire que normalement, on devrait les aligner avec les mêmes règles du jeu. C'est comme Uber et les taxis parisiens, quoi. Mais globalement, c'est pas grave. Ce qui est important pour vous, pour nous, citoyens, c'est quel est le niveau de prix. Si en plus, dans ce prix-là, ils payent de la taxe aux collectivités et à l'État, tant mieux. Je ne suis pas d'accord avec ça, parce que si l'État a besoin d'aider les collectivités, ce que l'État ne fait pas par ailleurs, en redistribuant de l'argent, autant lever de l'impôt, et notamment un impôt progressif qui soit juste et qui tienne compte de la réalité des revenus et des ressources de chaque ménage. Là où ce n'est pas normal, c'est qu'au travers de la facture de l'eau, quand le service est délégué à une entreprise privée, c'est pour ne pas mourir dans 3 jours qu'on est inégalement taxé, finalement, dès lors que la gestion est déléguée à une entreprise privée. Puisque là, quels que soient ses revenus, on est à égalité devant l'accès à l'eau dans sa cuisine et dans la salle de bain. Donc c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec ce raisonnement. Par ailleurs, moi je n'ai pas dit que parce qu'il y avait gestion publique, et d'ailleurs M. Bouchot en a amené un témoignage, qu'il ne pouvait pas y avoir des marchés à bon de commande pour certaines prestations qu'on ne sait pas réaliser en interne. Est-ce qu'on choisira une multinationale ou un acteur économique du territoire, une PME, un artisan en fonction de la nature des travaux? Là est la question. Hein, et je crois que des régies publiques qui assument qu'elles ont des équivalents temps plein dans leur rang, mais que pour certaines prestations ponctuelles d'électromécanique, d'ouverture de chaussée ou des ouvrages plus importants, elles font des marchés à bon de commande, bah oui, et c'est un marché pour une durée limitée, et ce ne sont pas des longues durées durant lesquelles il y a des remontées financières. La mise en concurrence auquel il est fait référence depuis tout à l'heure n'est pas libre et non faussée. Elle serait libre et non faussée, je comprendrais, mais une délégation de service public est une procédure de négociation entre des opérateurs qui sont retenus. Dans votre territoire, vous avez 4 opérateurs, ils sont en train de conduire une négociation avec le représentant de l'autorité organisatrice. Ils ne sont pas en train de rendre des offres qui seront analysées, qui seront comparées, et après le marché sera attribué au mieux-disant. Ce n'est pas vrai. C'est un abus de langage que dire que c'est une mise en concurrence et un appel d'offres. Une délégation de service public ayant été maire et président d'agglomération pendant 25 ans, je le dis, c'est une procédure de mise en concurrence entre opérateurs qui doivent répondre dans les mêmes termes à des questions, et il est traditionnellement constaté que des opérateurs abandonnent la négociation en cours de route, et dans 9 cas sur 10, le seul délégataire qui finit la négociation, c'est celui qui était là avant. Et ça, personne ne peut le démentir. Une intervention de Christophe Bouchot avant de passer, si vous voulez bien, aux questions du public. J'en ai déjà eu avec M. Levent. Personne n'a avancé masqué. Vous l'avez vu depuis le début de la soirée. Marc Perret l'a dit, le maire de l'Union également. Chacun dit ce vers quoi il veut aller. Donc, je vous demanderai, lorsque vous prenez la parole, de savoir si vous la prenez en personne, si vous la prenez au nom d'une association, et voilà ce que vous en pensez. Comme ça, ça permet d'identifier un petit peu votre question pour mieux la cerner. Une intervention et puis juste une mini-question, parce qu'il m'a semblé lire, là on parle de gestion déléguée, de gestion publique, que Chartres a coupé la poire en deux et qu'ils ont maintenant une espèce de société d'économie mixte. Est-ce que c'est une solution? Non, mais je ne vais pas répondre à cette question parce que là je voulais réagir au propos de Gabriel Amar. Que les choses soient bien claires. Quand vous êtes en gestion publique, ça ne veut pas dire que vous allez tout faire en interne. Et ce n'est pas une question de compétence. C'est une question à chaque fois, de se poser en optimisation des besoins que vous avez et de tarifs que l'usager paye. Enfin, je rappelle quand même qu'à la régie de Digne, comme beaucoup de régies, les gens viennent payer au bureau. Donc les gens qui payent leurs factures, on les voit. Donc avant de dépenser le moindre euro, on réfléchit. Et quand il y a besoin de faire appel à une entreprise privée, soit parce que la compétence est ponctuelle, soit parce qu'elle est particulière, soit parce que nous n'aurons pas besoin de cette compétence suffisamment longtemps dans l'année pour l'amortir, hein, c'est un terme comptable, mais c'est bien ça, c'est-à-dire si j'ai besoin de quelqu'un pendant 2 mois, je vais m'embaucher une personne pendant 12 mois. Je pense que là les choses sont assez simples à comprendre. Donc l'appel au privé, dans une gestion publique, il se fait aussi
Et puis pour aller jusqu'au bout à masquer, pas plus tard que cette semaine, on va encore signer un contrat avec Cadeau, qui est une filiale de Veolia, donc qu'on représente ici Tristan Mathieu. Donc que ce soit un artisan local, une entreprise locale ou un grand groupe, nous signons avec des entreprises qui vont nous apporter quelque chose dans notre gestion quotidienne, mais toujours dans le but que l'usager final qui paye sa facture, il paye le prix le moins cher pour le meilleur service. Merci.